Là, c'est bon, ça enregistre. Vas-y. Bonsoir à tous. Je suis Odile Mandagaran, présidente de l'association. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alex Agnan, psychiatre de campagne à Pont-l'Évêque, en Normandie, et également que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube Fou de Normandie. Donc, je vais laisser la parole à Christelle qui va vous expliquer le déroulé un petit peu technique de cette soirée. Et on vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Ok, merci Odile. Je vais remettre mon son, c'est plus simple. Bonsoir à tous. Donc, je vais juste rappeler pour les derniers qui sont encore arrivés, c'est que c'est une vidéo qui va être publiée sur les chaînes YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas être visible sur la vidéo, pensez juste à garder vos vidéos désactivées. Pour le déroulement du webinaire, alors ce qu'on va vous demander, c'est le temps d'intervention du docteur Alex Agnan, de simplement couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et ensuite, il y aura donc une phase de présentation et par après, il y aura une phase de questions-réponses. Et là, on invitera les personnes qui souhaitent poser une question à simplement réactiver le micro ou bien utiliser les petits sigles. Alors, vous avez, quand vous bougez un petit peu votre écran en bas, vous avez réaction. Et par exemple, vous pouvez cliquer sur lever la main. Ça nous permettra de savoir qui souhaite poser une question et pour prendre la parole par la suite. Donc, voilà. Alors, je vous invite aussi pour le webinaire à vous mettre peut-être en affichage intervenant. Ça vous permettra vraiment de mieux participer à tout ce qui se passe. Et puis ensuite, quand on aura dans la phase questions-réponses, simplement vous remettre en affichage galerie. Et ça, vous l'avez sur les écrans, bien souvent dans affichage. C'est en haut à droite sur les ordinateurs. Il faut juste regarder et choisissez intervenant ou galerie. Si jamais il y a des questions ou autres, vous n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat, vous m'interpellez. Alors, vous pouvez écrire à tout le monde ou bien vous pouvez simplement m'écrire directement. Ça vous permettra de vous guider au niveau de tout ce qui est côté technique si jamais vous ne savez pas comment faire. Ok. Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Bonjour. Est-ce que je dis à tous ou je dis à toutes, du coup? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est toutes, non? Je pense que c'est... Je vais voir, y a pas... on a normalement des hommes inscrits. Donc, ouais, je crois que ça va être bonjour à toutes. Je crois que ça va être bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup intervenir pour votre association parce que d'abord, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très bien organisée, très bienveillante. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être invité à vous parler. Alors, de quoi vous voulez que je parle? Alors, racontez-moi. J'ai bien compris qu'on pourrait parler d'angoisse, d'anxiété, troubles anxieux, de phobie scolaire, évidemment. Mais alors, de quoi vous voulez que je... Ah, il y a un papa. Ah, bonjour au papa. Super, ça fait plaisir. Je me sens moins seul. Alors, racontez-moi un petit peu de quoi vous voulez que je vous parle. Odile, je te laisse faire ou... Écoute, Jean-Baptiste, il y a un sujet qui revient très, très souvent sur notre groupe. Un sujet auquel toutes les mamans et même les papas du groupe ont fait face un jour dans leur vie, c'est l'angoisse de séparation. Cette angoisse de séparation est souvent mise en avant par les professionnels de la santé. C'est quelque chose qui est culpabilisant pour nous, les mamans. Et donc, on voudrait ce soir que tu nous donnes ton avis sur cette angoisse de séparation, comment tu la vois. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a énormément de questions qui D'accord. Bon, on va commencer par l'angoisse de séparation. Voilà, qui touche beaucoup. Alors, moi, je pense que vous savez, en psychiatrie, j'en parle beaucoup sur la chaîne YouTube, on a un vrai problème de concept, de définition, de nosographie, de classification des maladies. Et c'est un problème majeur parce que ça empêche de voir les choses clairement et calmement. Typiquement, l'angoisse de séparation, le concept même d'angoisse de séparation, il est problématique dans la mesure où il laisse à penser que c'est une cause, alors que ce n'est qu'une des très nombreuses conséquences possibles d'un trouble bien plus vaste, qui est le trouble anxieux. Je m'explique. L'idée d'angoisse de séparation,
ça voudrait dire qu'il y a un problème entre l'enfant et la maman, le papa, le teckel à poil dur, ce que vous voulez, ça ne change rien, d'accord, et que de ce problème, eh bien, naît un certain nombre de difficultés, de handicaps, de souffrances pour l'enfant. On est d'accord? C'est un petit peu l'idée générale qu'il y a derrière ça. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut voir ça pas du tout comme ça et comprendre que l'anxiété qui peut effectivement exister à se séparer, à prendre ses distances d'une situation qui est rassurante, comme par exemple être avec sa maman, avec son papa, avec son teckel à poil dur ou avec ce que vous voulez, son doudou, eh bien, ça, ce n'est pas une cause, c'est une des nombreuses conséquences possibles d'une anxiété, d'un trouble anxieux, d'un envahissement émotionnel, du doute, de l'inquiétude, de la préoccupation, qui est ce qu'on appelle, avant même que ce soit pathologique, un tempérament anxieux. Et ce tempérament anxieux peut devenir pathologique. Et un des symptômes possibles, c'est la difficulté à quitter un environnement qui est vécu comme réconfortant, moins anxiogène que l'environnement dans lequel on est censé aller. Par exemple, l'école, et là c'est le cas de la phobie scolaire. C'est un peu la même idée que la phobie scolaire, si vous voulez. C'est-à-dire que la phobie scolaire, ce n'est qu'une conséquence d'un trouble anxieux, une des nombreuses conséquences possibles. Et chez un enfant, en tout cas moi, je n'ai jamais vu qu'une phobie scolaire. Jamais. Je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. On voit qu'il y a une phobie scolaire qui pose problème, qui pose un problème majeur. Et c'est pour ça que votre association, elle a vraiment tout à fait raison d'exister. Elle pose un problème majeur parce que l'école pose un problème majeur dans la société, il faut être très clair là-dessus. Mais ce n'est qu'une des composantes possibles d'un trouble anxieux. Et tout comme il n'y a pas d'enfant qui ne souffre que d'une phobie scolaire, il n'y a pas d'enfant qui ne souffre que d'une difficulté à se détacher finalement de sa maman, de son papa, de son teckel à poil dur ou de son doudou. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Et en fait, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est qu'on a mis des enfants dans une pièce et on les a observés pour voir comment ils jouaient en présence de leur maman ou de leur papa ou de leur teckel à poil dur ou de leur doudou. Encore une fois, ça ne change rien au concept. Et on a remarqué que les enfants les plus anxieux, c'était ceux qui avaient le plus de mal à s'éloigner de manière dite sécure de leur maman ou de leur papa ou de ce que vous voulez, encore une fois. Et en fait, finalement, on a inféré à tort que c'était parce qu'il y avait un problème d'attachement entre la maman et l'enfant que l'enfant allait pas bien et que l'enfant ne se sentait pas en sécurité et que. C'est complètement dingue. Je ne sais même pas comment, raisonnablement, quelqu'un a pu avoir cette idée un jour. Ça n'a pas de sens. C'est complètement hors sol. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'est pas parce qu'on remarque un comportement qui existe et qui est répétitif que ce comportement est à l'origine de tous les problèmes. Je ne sais pas si je suis clair, en fait. Là, ça me semble tellement évident, j'ai du mal à... Est-ce que c'est clair pour vous, là, pour les personnes qui écoutaient? En fait, moi, ça me semble tellement fou que j'arrive peut-être même pas bien à l'expliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît très clair. C'est ce que... Parfaitement clair, oui. Apparemment, les gens me disent que c'est clair. Et tant mieux, parce que vraiment, c'est complètement fou. Oui. C'est un truc qui est hors sol, en fait, si vous voulez. Et c'est typique du problème de la psychiatrie. Typique. Bref, donc finalement, cette idée de trouble de l'attachement, c'est pas que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est que c'est un symptôme parmi d'autres et que c'est en aucun cas l'alpha et l'oméga de la souffrance d'un enfant. En aucun cas. D'accord? Et donc, finalement, ça nous ouvre la porte des troubles anxieux en général. D'accord? Je vous rappelle que le trouble anxieux, c'est pas un des, hein, c'est le trouble le plus fréquent en psychiatrie. Que ce soit enfant ou adulte, ça ne change rien. C'est le trouble le plus fréquent en psychiatrie. C'est 12% de la population générale. Pas 12% des gens qui souffrent d'un trouble psychiatrique, hein. C'est 12% de la population générale. Plus d'une personne sur 10 en général, prenez 10 personnes au hasard en France, d'accord, vous en avez plus qu'une sur 10 qui souffrent d'un authentique trouble anxieux psychiatrique. D'accord ? Les troubles anxieux, c'est une vaste de famille de troubles qui ont en commun, avant même que ce soit pathologique, ce qu'on appelle le tempérament anxieux. Le tempérament anxieux, on en hérite en grande partie, et ce de manière biologique.
on en hérite en grande partie, et ce, de manière biologique, génétique, héréditaire. D'accord ? Il se trouve que ce tempérament anxieux n'est pas intrinsèquement un défaut, c'est plutôt une qualité d'ailleurs. Il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas dans le cadre du trouble anxieux d'une maladie. Même le trouble anxieux, quand il est pathologique, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. Alors, quelle est la différence, vous allez me dire ? Vous allez me dire que c'est de la sémantique? Pas du tout, c'est pas juste de la sémantique. Je déteste ça, la sémantique. En plus, de toute façon, je suis nul, donc ça me fait encore plus détester la sémantique. Il y a une vraie réalité derrière. C'est quoi cette réalité? C'est que vous savez, parfois, il y a des pathologies qui sont des maladies parce qu'elles sont intrinsèquement pathologiques. C'est-à-dire c'est un truc qui n'est pas prévu au départ. D'accord? Je sais pas moi, il n'est pas prévu au départ qu'on naisse avec 0 jambes et 0 bras. C'est une maladie d'avoir 0 jambes et 0 bras. On est prévu au départ pour avoir 2 jambes et 2 bras, on est d'accord. Bon. Un trouble, c'est pas une maladie. C'est-à-dire un trouble, c'est un truc normal qui a un peu dérapé, qui est devenu un peu extrême. Comprenez bien que faire 2,20 m, ce n'est pas une maladie. On a tous une taille. Faire 2,20 m, ce n'est pas une maladie. On a tous une taille. Et moi, je fais 1,84 m. Il y a des gens qui font 2,20 m. Il y a des gens qui font 1,60 m. Ce n'est pas intrinsèquement pathologique. Alors oui, ça va générer un handicap majeur. Évidemment, je vous dis. À moins de vivre en Norvège et encore, et d'être basketteur en Norvège, et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit si facile que ça, faire 2,20 m, c'est un handicap. C'est un handicap parce qu'on a mal au dos tout le temps, on doit se baisser, on doit trouver une voiture, on doit trouver un lit. C'est que du bordel, d'accord ? Mais, comment dire, c'est un handicap encore plus, par exemple, quand on est au Japon, j'imagine. Parce que, je ne sais pas, les appartements sont plus petits, les voitures sont plus petites, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, intrinsèquement, faire 2,20 m, ce n'est pas une maladie. Hein, d'accord ? Ça peut être problématique, ça peut être un trouble, mais ce n'est pas une maladie. Ben, c'est pareil pour le trouble anxieux. Le trouble anxieux, c'est un truc un peu extrême, comme un peu faire 2,20 m en termes de taille. C'est trop et ça devient pathologique, ça devient handicapant. Mais ce n'est pas une maladie intrinsèquement. On a tous besoin de douter, de s'inquiéter, de se préoccuper. Simplement, quand ça devient extrême, eh ben, ça s'appelle un trouble anxieux. Quand on a une taille qui devient trop grande et que ça devient extrême, eh ben, on a un trouble parce qu'on a des conséquences négatives à ce côté un peu extrême. Ça, est-ce que c'est clair aussi, ça, hein, que le trouble anxieux, ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est un processus normal, mais poussé à l'extrême, qui devient handicapant. Est-ce que c'est clair, ça, pour vous tous, toutes, pardon. Enfin, tous et toutes, du coup. Ouais, c'est clair. Laure me dit que c'est clair. Merci, Laure. C'est gentil. N'hésitez pas à... Karine aussi me dit. Ouais. Walter, super. OK. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre et c'est aussi pour ça que c'est un trouble très fréquent. Finalement, un petit peu comme le TDAH, hein, le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. C'est très fréquent parce que fondamentalement, c'est des choses qui peuvent être utiles. Les gens qui doutent beaucoup sont des gens qui vont peut-être moins prendre de risques, moins se mettre en danger, faire moins de choses de manière peut-être impulsive et donc problématique ou dangereuse. Donc, il y a simplement un seuil à partir duquel on en souffre parce que ça devient très envahissant. Donc, le trouble anxieux, c'est le trouble le plus fréquent en psychiatrie de l'enfant et de l'adulte, d'accord ? C'est 12% de la population, d'accord ? Et ce n'est pas une maladie. On est d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces troubles anxieux ? Donc, comme je vous l'ai dit, le tronc commun, c'est... vous savez, avant, on appelait ça la folie du doute. C'était un joli mot. Moi, j'aime bien le mot folie, vous l'avez compris, avec la chaîne Foot Normandie. Mais bon, c'est un mot aujourd'hui qui est devenu un peu mal vu. Mais c'est bien cette idée de folie du doute, je trouve. C'est-à-dire que quand le doute devient pathologique, quand l'inquiétude, la préoccupation, admettons que qu'est-ce qui se passe si, comment je vais faire pour, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis quelles seront les conséquences, et puis. D'accord ? C'est ça l'envahissement émotionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nos doutes, notre inquiétude, nos préoccupations prennent une place qui est pathologique, qui est envahissante et qui nous empêche, qui nous crée des problèmes, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de nous sentir bien dans notre peau, qui nous empêche de faire des choses qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, c'est ça le corps du trouble anxieux. Et ensuite, vous avez finalement plein de sortes d'expressions cliniques du trouble anxieux. Alors, vous avez, par exemple, le trouble obsessionnel. C'est particulièrement fréquent, par exemple, c'est une modalité très fréquente chez les femmes, c'est la volonté, et ça existe chez les hommes bien sûr, hein, c'est la volonté de contrôle. C'est-à-dire que pour éviter de m'inquiéter à cause de ce doute permanent, je vais contrôler. Je vais faire des listes pour tout. Je vais tout planifier. Je vais tout organiser à l'avance. Ça doit rentrer dans mon schéma et ça ne doit pas faire autrement, sinon je panique parce que ça m'inquiète. Voilà, c'est la pathologie du contrôle. C'est un trouble anxieux qui est sur une modalité de contrôle. D'accord ? C'est pour ça que ça s'appelle le trouble obsessionnel.
Mais vous avez aussi d'autres modalités. Vous avez tout simplement le trouble anxieux généralisé. Le trouble anxieux généralisé, c'est je m'inquiète pour tout le temps, sans forcément avoir d'éléments de contrôle. Ça, c'est le classique, je dirais. Et puis, vous avez aussi d'autres manières d'être anxieux. Vous avez les TOC, par exemple. Les TOC, c'est un trouble obsessionnel plus une compulsion. C'est-à-dire que je vais avoir des éléments qui sont des éléments de rigidité psychique extrêmement importants et je vais avoir des compulsions pour me rassurer par rapport à cette idée obsédante. Et cette idée obsédante, elle peut être absurde, mais les gens le savent que c'est absurde. Ils ne sont pas idiots. Hein. Ils savent très bien que c'est absurde. C'est-à-dire que ça peut être un truc genre, si je ne compte pas jusqu'à 12 en marchant en arrière en moins de 10 secondes, eh ben, il va y avoir des extraterrestres qui vont me tuer. Bon, ou qui vont débarquer, ou il va y avoir un météorite qui va exploser. Les gens savent très bien que c'est faux, hein, je vous rassure. Ils ne sont pas idiots du tout. Hein. Simplement, c'est une idée obsédante, pathologique, et ils ont besoin d'avoir des compulsions, qu'elles soient physiques, c'est-à-dire je vais vérifier que la porte est fermée 40 fois de suite. Je vais, je sais pas, moi, je vais me laver les mains 600 fois de suite parce que j'ai peur des bactéries ou du coronavirus. Ça peut être donc physique, mais ça peut être aussi psychique. D'accord. Une musique, il faut que je compte les temps et qu'en comptant avec ma langue, je tombe toujours sur la partie gauche. C'est bon, ça tombe à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est absurde, les gens le savent, mais c'est comme ça. Il peut aussi y avoir des choses qui sont de l'ordre d'une modalité un petit peu parano. Par exemple, ça c'est un peu plus chez les hommes, c'est-à-dire que c'est une sorte de trouble obsessionnel, mais sur une modalité de suspicion, d'inquiétude, qu'est-ce qu'on veut, etc. Vous voyez, c'est une autre modalité possible de l'anxiété. Bref, tout ça pour vous dire que l'anxiété, elle peut être sur un nombre de modalités extrêmement important. Vous connaissez aussi les phobies. Les phobies, je ne sais pas, moi j'ai peur de passer les ponts, d'accord? Quand je roule en voiture, j'ai peur de passer un pont. C'est une phobie. C'est une phobie, c'est une sorte de trouble anxieux. J'ai peur des chiens, une peur pathologique avec des conduites d'évitement. C'est-à-dire que je vais tout faire si je vois un chien à 1 kilomètre pour changer de route, etc. Ou si une fois, je me rappelle que dans cette maison-là, il y avait un chien, eh ben, je vais faire un détour pour l'éviter. Donc, ça s'appelle les conduites d'évitement. L'anxiété anticipatoire qui fait partie aussi des troubles anxieux, c'est-à-dire que à l'idée même que peut-être je pourrais être amené à passer près de cette maison, je vais commencer à stresser. Ça aussi, ça fait partie de la symptomatologie anxieuse. Dans les troubles anxieux, vous avez aussi les états de stress post-traumatiques. Les états de stress post-traumatiques, c'est quand on a été exposé directement ou indirectement à un risque de mourir pour soi-même ou pour autrui, mais en tout cas une idée qu'il pourrait y avoir quelque chose d'extrêmement dramatique. Et là, on développe une symptomatologie de traumatisme, de troubles anxieux majeurs, avec parfois même des reviviscences, c'est-à-dire au-delà de ce souvenir, on revit vraiment les événements traumatiques, avec des cauchemars, avec plein de séries de symptômes qui sont comme ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de manières d'exprimer un trouble anxieux. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit peu débroussailler un petit peu le terrain. J'espère que c'était clair et si vous avez des questions, je suis évidemment là pour ça. Jean-Baptiste, oui, j'ai une première question par rapport à l'angoisse de séparation. C'est Anne-Cécile qui demande mais comment lutter contre un psychiatre qui croit à cette angoisse de séparation? Que lui dire? Comment agir? Mais l'anxiété de séparation, l'angoisse de séparation, ça existe. Évidemment qu'il y a des enfants qui sont angoissés à l'idée de sortir d'un milieu rassurant. Mais en fait, c'est juste un symptôme. Donc, ce qu'il faut lui demander, c'est d'accord, vous vous intéressez au fait que mon enfant a du mal à s'éloigner de moi, etc. J'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes d'anxiété? Et qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Parce que s'il vous dit « Ah non, 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 ça c'est la chose la plus importante et tout s'explique par votre lien avec votre enfant », eh ben, il faut changer de psychiatre. Là, c'est inquiétant. Ça devient inquiétant. En tout cas, il faut demander un autre avis. D'accord ? Si par contre, pour lui, c'est un élément parmi d'autres et qu'en fait, il ne fait pas du tout une focalisation obsessionnelle sur ce truc-là, bah, très bien, il peut le penser. Ce n'est pas très grave du moment que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge. Ouais, donc ce que rajoute Anne-Cécile, en fait, hein, c'est que ce psychiatre peut proposer comme seul remède une hospitalisation, c'est-à-dire couper le lien avec la mère. Alors, si l'hospitalisation a pour objectif
de couper le lien avec la mère dans l'idée que c'est ça qui est pathologique, je ne sais même pas quoi dire. J'espère que ça n'existe pas encore. Enfin, j'ose les... Honnêtement, Jean-Baptiste, ça arrive très, très, très souvent. Et sur notre groupe, je dirais, on a au moins 1 à 2 commentaires ou plus par semaine à ce sujet-là. C'est une vraie, vraie problématique. Et trouver un autre psychiatre, c'est compliqué. Beaucoup de parents sont dans des déserts médicaux. Et, la France est un désert médical. Ouais, et si tu veux, il y a environ, je sais pas, il faut un délai de 6 à 12 mois maintenant pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Donc, c'est une vraie problématique. Et oui, ça perdure, cette idée de l'angoisse de séparation. Et ce que l'on renvoie aux familles et aux mères en particulier, c'est très, très souvent le cas. Ouais. Oui, donc malheureusement, il n'y a pas d'autre solution à part changer de psychiatre. Après, de toute façon, en général, l'expérience, j'imagine que de toute façon, si quelque chose comme ça est fait, ça aura de toute façon pas de résultat très intéressant. C'est-à-dire que l'enfant, il va peut-être être bien effectivement dans le milieu hospitalier, parce que en général, ça se passe pas si mal que ça, les hospices. Il y a peu de contraintes, ça se passe plutôt bien. Ils sont pas à l'école, ils ont plein de raisons d'aller. Ils rencontrent d'autres enfants de leur âge. Enfin bon, voilà. Mais dès que ça revient. Dès que ça reprend la vie normale, les difficultés reviennent. Alors, pour les plus dingos, ils vont se dire c'est bien la preuve que le problème, c'était bien à la maison, puisque ça se passe bien à l'hôpital. Bon, voilà, si on en est là, je ne sais même pas quoi dire. Évidemment que dans un autre environnement, ça se passe bien. Il n'y a pas du tout les mêmes contraintes, il n'y a pas du tout les mêmes choses. Donc, voilà. Si on en est là, malheureusement, il faut changer de psychiatre, clairement. En tout cas, il faut prendre un deuxième avis. D'accord, ok. Question de Christelle, tu prends une autre question? Alors, c'est des questions qu'on m'a envoyées par mail. Alors, il y a une question, c'est elle demande quelle est l'origine de cette angoisse. Bon, après, plusieurs propositions. Elle dit un type d'attachement enfant-parent, un événement traumatique, la sensibilité de l'enfant. Je pense, comme on est sur le thème, on avait proposé l'angoisse de séparation, et je pense que c'est vraiment ça qui a déclenché cette question. Donc, moi, je voudrais répondre sur le trouble anxieux. Le trouble anxieux, on sait, comme tous les troubles en psychiatrie, qu'il y a une composante génétique héréditaire et une composante environnementale. C'est-à-dire qu'on hérite du tempérament anxieux biologiquement, et les facteurs de stress de la vie, qu'ils soient minimes ou graves, vont venir progressivement aggraver les choses au point qu'on peut arriver à quelque chose de pathologique et donc un trouble anxieux. Dans ce trouble anxieux, il peut y avoir une composante de difficulté d'attachement. En tout cas, on peut constater de nos yeux vus que l'enfant a du mal à se séparer de la maman. Prenons un exemple qui existe. Je ne sais pas moi, si dans la vie de l'enfant, la maman a eu un grave accident ou elle a été gravement malade, eh bien effectivement, qu'une des modalités possibles d'expression de cette anxiété peut être un attachement pathologique à la maman. Mais c'est un exemple, d'abord, c'est un exemple rare, petit 1, et puis petit 2, encore une fois, ça ne change pas la prise en charge. Et ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge, puisque de toute façon, le problème, et ça n'a pas été que la maman soit malade ou qu'elle ait eu un accident et que du coup l'enfant se colle à elle parce qu'il a peur de perdre sa maman. C'est que de toute façon, il a un trouble anxieux et qu'il se trouve que une des modalités possibles d'expression de ce trouble anxieux, c'était ça. Mais ça change strictement rien à la prise en charge. La prise en charge ne va pas consister dans cette situation à faire en sorte que l'enfant se décolle de la maman. La prise en charge va consister à traiter le trouble anxieux, à faire en sorte qu'il soit moins envahi par ses émotions, moins inquiet, moins préoccupé, et que du coup, tout seul, il lâche un peu sa maman, parce qu'il aura moins peur, tout simplement. Il sera moins envahi par ses émotions. D'accord. Mais je pense que la question est aussi arrive souvent, parce qu'en fin de compte, quand les enfants déclenchent une phobie scolaire, la première personne auquel, en fin de compte, ils se rattachent, c'est le parent qui est le plus présent. Et c'est là où souvent l'amalgame est fait. Bien sûr. Vachement lié à l'angoisse de séparation avec la mère. Donc, évidemment. Alors, elle a aussi la question, alors, je te pose, c'est quand même là envoyé. Quelles sont les manifestations de cette angoisse? Alors, pareil, les troubles anxieux en général, parce que moi, encore une fois, faut pas qu'on fasse le truc uniquement sur l'anxiété de séparation, parce qu'on va tourner en rond très vite. La symptomatologie anxieuse, en gros,
Bon, il y a évidemment le doute, l'inquiétude, la préoccupation, la rigidité psychique, c'est-à-dire que si un enfant ne supporte pas les changements, se rigidifie, etc., l'intolérance à la frustration, l'irritabilité, ça c'est vraiment un des symptômes les plus importants à prendre en compte. L'irritabilité, un enfant très irritable, ce n'est pas normal, et c'est un symptôme d'anxiété, voire de dépression. Les troubles du sommeil, évidemment, difficultés d'endormissement, réveil nocturne, terreur nocturne. Les crises d'angoisse, ça évidemment aussi c'est très, très fréquent, ce qu'on appelle les attaques de panique, euh, euh, quand l'enfant vraiment s'inquiète de manière extrêmement paroxystique, a du mal à respirer, a le cœur qui bat vite, a l'impression qu'il va mourir, et tremble et en sueur, etc. Ça s'appelle une attaque de panique, une crise d'angoisse, et c'est un symptôme de trouble anxieux. Comme je vous l'ai dit, des conduites d'évitement, l'anxiété anticipatoire, les troubles du comportement alimentaire, les pleurs, bien sûr, évidemment, c'est extrêmement, les pleurs vraiment très fréquents, très réguliers, une perte de plaisir, une perte d'envie qui peuvent arriver dans la dépression, dans les anxiétés très importantes. C'est-à-dire avant, j'aimais faire ça, mais maintenant, j'y vais un peu à reculons, j'ai plus envie de rien, je me renferme, je reste dans ma chambre. Le repli de manière générale, la diminution de la surface avec l'extérieur, c'est-à-dire que petit à petit, la surface de contact avec les amis, avec machin, avec manger à table, petit à petit, cette surface de communication avec l'extérieur diminue et finalement, ça se recroqueville autour de l'individu. Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent faire penser à de l'anxiété ou de la dépression. Une question d'Hélène. Y a-t-il un moyen de prévenir le passage du tempérament anxieux au trouble anxieux? À quel moment faut-il s'inquiéter et consulter? C'est une très bonne question. Alors, le prévenir, à part mettre les enfants sous cloche et encore, c'est difficile. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je vais vous dire des trucs bêtes, hein, mais il faut il faut limiter les stress. Alors, mais en même temps, vous n'allez pas limiter la mort de mamie, la mort de papy, la mort du chien. Vous n'allez pas empêcher, ça va être difficile d'empêcher un harcèlement scolaire, ça va être difficile je sais pas moi, de tous les stress de la vie, ça va être compliqué. En général, les gens font le mieux possible. C'est rare que des parents exposent volontairement des enfants au stress. Alors évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est être le plus vigilant possible. Alors après, dans les choses très importantes en termes d'hygiène de vie qui peuvent limiter l'impact des stress et donc limiter le risque de développement d'un trouble anxieux chez quelqu'un qui a un tempérament anxieux, et je dis bien limiter, hein, pas empêcher, c'est évidemment la qualité de sommeil, l'hygiène de vie, donc se coucher tôt, se lever tôt, tous les jours, y compris le week-end, y compris pendant les vacances, avoir évidemment mangé sainement, avoir une activité physique. Ça, c'est des choses qui sont des choses de bon sens, qui marchent pour tout, mais qui marchent aussi pour le trouble anxieux. Donc, il faut le faire vraiment. Je propose peut-être que si les gens souhaitent poser les questions directement, Odile, Ouais, les gens qui sont connectés, c'est pas mal. Ouais. Alors, je vais passer en affichage galerie. Ça me permettra de voir. Alors, pour les personnes qui souhaitent poser une question, je vous invite à prendre la parole. Juste vous présenter quand vous prenez la parole. Personne n'ose. Si, moi, je prendrai la parole après. Ok. Juste se présenter pour qu'on sache qui parle. Marie-Christine, si tu as une question. Marie-Christine, donc moi je suis correspondante de l'association sur l'Île-de-France et membre du conseil d'administration. J'avais par rapport à cette angoisse de séparation, une question de comment ça se fait qu'autant de professionnels de la santé, voire, moi c'est une expérience personnelle avec mon fils, voire de l'éducation, mettent ça en avant comme la première piste ou la principale piste à creuser. Pour la petite anecdote, quand on m'a entre guillemets forcé à aller en CMP parce que le psychiatre que je voyais ne convenait pas à l'école, je rigole, mais la première question au CMP, on m'a posé la question de effectivement quel était le lien de mon fils avec moi, et puis j'ai pu sortir que 2 mois avant, il était parti 15 jours en colonie avec sa sœur sans moi, et là tout d'un coup les questions ont changé, mais j'ai senti que la première question, a priori, on cherchait les problèmes d'attachement. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est lié à une génération de médecins à un moment de la formation? Est-ce que c'est lié plus au CMP? On a l'impression de ça sur le forum, mais
Est-ce que c'est nous qui zoomons avec des grosses lunettes parce qu'on est trop sensible? Voilà un petit peu mes questions. Alors, c'est effectivement une histoire de formation, clairement. Une histoire assez française d'ailleurs, hein, parce que la France a une histoire particulière avec la psychiatrie. Elle a mis beaucoup de temps et elle met encore beaucoup de temps, mais ça va beaucoup mieux, il faut le reconnaître, à épouser la science. Elle a longtemps été peu scientifique, la psychiatrie. Ça change énormément et tant mieux, mais forcément, il y a une inertie parce qu'il y a des gens qui ont été formés à une certaine technique, à certaines croyances, et ils restent dans leur cadre nosographique, ils restent dans leur cadre intellectuel, et ils ont du mal à s'en sortir. Donc oui, effectivement, il y a probablement une histoire de génération, une histoire de formation. Il y a probablement des biais de recrutement aussi. Peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'on peut entendre, voilà, en fonction de où est-ce qu'on va. Il n'y aura peut-être pas forcément le même recrutement de type de professionnels. Et donc, peut-être que dans certains endroits, il peut y avoir plus de personnes qui ont cette réflexion-là. C'est possible. Merci. Moi, je vais proposer à Anna de prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis sur Lyon et j'avais une question sur la prise en charge psychologique. Les troubles anxieux, a priori, ils sont mieux pris en charge par des psychologues TCC qui font de la psychologie psychanalytique. Est-ce que vous confirmez ça ou Alors, pas forcément? c'est une bonne question. En gros, votre question, c'est quel est le traitement recommandé dans ce type de trouble? Oui, parce que bon, j'ai une fille qui a des troubles anxieux, qui est suivie par une psychologue psychanalytique. Et en fait, bon, elle analyse bien les choses et c'est plutôt tout le temps de ma faute. Donc, je me pose la question d'avoir une autre approche et notamment cette psychologie TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Alors voilà, je voulais votre avis. Allô ? D'accord. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que moi, ça a coupé pendant quelques secondes. Oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, on t'entend, ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon? Oui. Ok, super. Ok, donc, alors, moi, je ne vais pas me prononcer sur cette psychologue ou pas cette psychologue. Ça me regarde pas et voilà, je ne veux pas interférer là-dedans. Le traitement recommandé, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous invite à aller voir, par les sociétés savantes. Le consensus mondial à ce sujet, c'est que le traitement de référence des troubles anxieux chez l'adolescent et chez l'enfant, notamment à partir de 8 ans en France, c'est l'association d'un antidépresseur, pas un anxiolytique, d'un antidépresseur, notamment un ISRS, c'est-à-dire un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et en France en particulier, ce sera soit la fluoxétine, soit le Zoloft, soit la sertraline, donc. Eh bien, c'est l'association d'un antidépresseur et d'une thérapie cognitive et comportementale. Parce que les thérapies cognitives et comportementales sont celles qui ont le moins mauvais niveau de preuve dans cette indication. Alors, je dis moins mauvais parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir des études extrêmement bien faites et irréprochables sur les psychothérapies. Et ce qui est à peu près sûr dans la littérature scientifique, c'est que quand on s'occupe des gens avec bienveillance, ça marche. Donc, il est tout à fait probable que tout type de psychothérapie où il y a une bienveillance, où il y a, comment dirais-je, voilà, une qualité de lien entre le psychothérapeute et le patient, de toute façon, ça fait du bien aux gens. Quel que soit le contenu théorique, voire théologique, de cette prise en charge. Il se trouve que parmi les prises en charge spécifiques, c'est-à-dire est-ce que telle méthode est vraiment meilleure que l'autre, celle qui peut-être sort un peu du lot, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Donc effectivement, il se trouve que le consensus scientifique dans le monde, c'est de dire que l'association antidépresseur, donc inhibiteur de la capture de la sérotonine en première intention, plus thérapie cognitive et comportementale et le traitement de référence des troubles anxieux. Ok. Alors, est-ce qu'il y a... Je me lance? Hélène. Ok, vas-y Hélène. Allez, je me lance. Bonsoir tout le monde. Hélène, je suis
de l'association dans le Gard, à Nîmes. Alors bon, j'adhère tout à fait à tout ce qu'a raconté Jean-Baptiste, qui a été une vraie bouée de sauvetage pour beaucoup, je pense, hein, quand même, avec la chaîne Food Normandie. Je dis pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui n'ont pas encore regardé toutes les vidéos 10 fois, ceux qui ne les connaissent pas par cœur, allez-y. Donc, juste pour la petite histoire, en fait, parce que je vais revenir sur... en fait, ça m'intéresse ce passage du tempérament, de revenir là-dessus, parce que je pense qu'il y a un truc qui se joue à cet endroit-là et que... Alors, je ne sais pas si on peut clarifier. Je vais raconter mon histoire en 2 mots, 3 peut-être. Nous, la phobie scolaire, ça a commencé pour notre petit garçon quand il était en CP-CE1, c'est-à-dire qu'on a bien vu, en fait, on savait déjà qu'il avait un tempérament anxieux. On a un aîné qui avait déjà un tempérament, donc je pense que c'était vraiment cool. C'est un enfant pour lequel on a dit très vite qu'il avait du mal à se... Alors, il a très vite perçu ça. On a beaucoup de coupures. Vous m'entendez bien? Ouais, on a du mal à t'entendre. Il y a beaucoup de coupures. Ah. Donc, on ne comprend pas trop tout ce que tu dis. Je ne sais pas comment je peux faire. Peut-être la question que tu as posée, enfin, d'y voir, et si jamais, sinon, tu nous notes dans le chat. Ouais, sinon, je note dans le chat. Là, ça va. Voilà, c'est juste. Ouais. Là, ça va? Là, ça a l'air d'aller. Oui. Bon. Donc oui, je disais, en fait, on avait un petit garçon petit avec un tempérament anxieux qu'on avait deviné depuis longtemps, qui a développé vraiment un trouble anxieux à l'entrée CP, qui est devenu un temps avec un syndrome dépressif. En fait, ma question, c'est est-ce que sur ce tempérament anxieux un peu exacerbé, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire avant? Est-ce qu'on aurait pu finalement éviter tout ça en faisant avant de la TCC ou je ne sais pas, autre chose, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'était voilà. Alors, en dehors de ce que j'ai déjà dit sur cette question, c'est-à-dire qu'effectivement, l'hygiène de vie, limiter les stress au maximum. Votre question, c'est est-ce que la TCC aurait pu éviter ça? On n'a pas de données scientifiques à ce sujet. En tout cas, moi, j'en connais pas et je regarde à peu près toute la littérature, donc je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'on ait de données scientifiques à ce sujet. Ce qu'on peut légitimement dire, c'est que dans ce type de situation où ce n'est pas encore pathologique, de toute façon, prendre l'avis d'un professionnel, notamment d'une psychologue qui fait des thérapies cognitives et comportementales, permet peut-être d'adapter un petit peu l'environnement. Et donc peut-être, et je dis bien peut-être, j'insiste, de retarder, voire même peut-être dans des cas formidables, d'empêcher le passage à un trouble anxieux. Mais ce sera quelque chose qui sera très environnemental, ce sera des conseils très environnementaux sur comment diminuer les stress, comment avoir une hygiène de vie. Je ne sais pas si on m'entend. Du coup, ça marche? Oui, ça, on t'entend. Ça marche, je parle? Si. Bon. Ouais. Est-ce que du coup, c'est peut-être des conseils et des choses assez simples que du coup, justement, en tant que correspondant de l'association, on pourrait mettre en place une espèce de fiche de conseils parents qui sont au tout début, en fait, avant. Ouais, mais ça va être des choses extrêmement spécifiques, c'est-à-dire que ça va être des choses qui sont valables pour tout le temps et indépendamment même de la psychiatrie, c'est-à-dire que en gros, l'idée, c'est d'empêcher de trop stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire, en gros l'axe du stress, limiter le cortisol, limiter en gros, avoir une bonne qualité de vie. Donc, c'est des choses qui vont être vraiment aspécifiques, c'est-à-dire qui vont être valables pour toutes les pathologies psychiatriques, non psychiatriques, et même pour les gens qui n'ont pas de pathologie. Donc oui, on peut toujours faire ça, mais ça va être des choses d'un extrême bon sens. Enfin, voilà. Quelqu'un d'autre a une question? Est-ce
que Brigitte, j'ai vu que tu avais mis des questions dans le... T'as pas le son? Brigitte, mets le son. J'ai mis le son. Là, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Bonjour, docteur. Bonsoir, Heureuse Brigitte. de vous revoir. Bah oui, moi aussi. Alors, voilà, moi, je parlais de ma question concernait les réveils nocturnes. Alors, voilà, moi, j'ai une grande fille maintenant qui a 20 ans, qui va beaucoup mieux, qui a trouvé sa voie, voilà, mais qui rencontre toujours ce problème de réveil nocturne, qui refuse toute médication, voilà, et bon, elle a la couverture lestée, alors ça marche par moment, mais voilà. Donc, ma question était, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller concernant les réveils nocturnes? Alors moi, je vais évidemment pas répondre sur votre fille, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais, et donc je vais essayer de répondre en général. Alors, je suis bien embêté parce que, en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui refusent les soins, en fait? Oui. C'est un peu ça la question. Ouais. Bah oui, c'est un peu ça la question. Les soins, c'est les médicaments qu'elle refuse. Et ben, est-ce qu'elle a vu une psychologue? Ah oui, ou oh un mon psychologue? Dieu, docteur, pendant 8 ans. Et ça n'a pas aidé? Par période, mais il y a toujours Mais des périodes. est-ce qu'elle le fait en ce moment? Est-ce que ça l'aide quand elle le fait? Non, pas vraiment. Alors, si ça l'aide pas, il faut accepter d'envisager d'autres stratégies Parce thérapeutiques. qu'elle Si elle a vu plein de psychologues ouais. et que ça ne marche pas, il faut Elle a essayé la médication, hein. Elle a essayé, enfin, voilà, je me souviens plus du alprazolam, voilà, pour ne Ah pas non, dire mais le nom. attendez, l'alprazolam, ce n'est pas un traitement indiqué dans les troubles anxieux pour soigner le trouble anxieux. Voilà. L'alprazolam, c'est une benzodiazépine, ce n'est pas un antidépresseur. Les benzodiazépines, leur indication, elle est extrêmement limitée, peut-être même, à mon avis, pas assez limitée, si ça tenait qu'à moi, mais bon, ça ne tient pas qu'à moi. Donc, dans le temps, dans les quantités, tout ça, c'est vraiment des choses extrêmement ponctuelles qui ne sont pas là pour réparer un problème, mais qui sont là pour le camoufler un petit peu de temps. Ouais. Donc, non, elle n'a pas essayé la médication. C'est pas vrai. Ça va. Si une personne a un trouble anxieux et qu'elle dit j'ai essayé les traitements et que ça n'a pas marché et que ces traitements c'est que des benzodiazépines, il faut savoir que cette personne n'a pas essayé de traitement du trouble anxieux. C'est pas vrai. Ok, je lui dirai. Voilà. Sabine, est-ce que tu veux prendre la parole ou bien je lis ta question? Ok. Avez-vous lu la feuille de route de l'association? Qu'en pensez-vous? En effet, majoritairement, nos jeunes souffrent d'un TAG, mais pas que. En effet, nous poussons à faire des bilans car il se trouve que beaucoup de nos jeunes cachent parfaitement bien leur HP, leur trouble 10, leur TDAH, leur TSA. Est-ce une bonne initiative de notre part? Alors moi, je n'ai pas lu la feuille de route, je ne suis pas au courant de la feuille de route. Je suis un peu embêté parce que on a la théorie et on a la pratique. En théorie, un enfant, parce que votre association, c'est la phobie scolaire, un enfant qui souffre d'une phobie scolaire, il n'a pas besoin de passer de bilan pour faire un diagnostic. C'est pas vrai. Enfin, à part un bilan psychiatrique fait par un psychiatre, mais c'est quelque chose de clinique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser 300 balles ou 400 balles pour faire des bilans de ceci, des bilans de cela, pour prendre en charge la phobie scolaire. D'accord ? Après, s'il y a d'autres trucs, c'est autre chose, mais pour prendre en charge la phobie scolaire, il n'y a pas besoin d'un bilan. Cependant, la réalité, c'est qu'un nombre non négligeable de familles se retrouvent confrontés à des situations où personne ne leur donne de réponse. Et parfois même, malheureusement, les psychiatres. Donc, dans ce type de situation, si vraiment on a une offre de soins qui ne semble pas adaptée, c'est-à-dire des psychiatres qui ne font pas de psychiatrie ou je ne sais pas quoi, enfin, je ne veux pas croire que ça existe, d'ailleurs je suis certain que tout le monde fait très bien son travail, mais admettons, dans un cas un peu farfelu, qu'un psychiatre ne fasse pas de clinique, ne fasse pas de sémiologie, ne soit pas capable de faire un diagnostic clinique comme c'est recommandé
recommandé dans toutes les organisations, les diagnostics sont cliniques. Tous les diagnostics psychiatriques sont cliniques. Aucun, y compris le TDAH, diagnostic psychiatrique, a fortiori la phobie scolaire et le trouble anxieux, ne dépend d'un bilan psychométrique. Jamais. Jamais. Et tout le monde, toute la science mondiale psychiatrique est d'accord là-dessus. Tout le monde. D'accord ? Donc, ça, c'est la théorie. Et encore une fois, la pratique, c'est que, admettons que vous ne trouviez pas de psychiatre qui fasse le travail de psychiatre, ce que je ne peux pas croire qu'il existe, bien évidemment, on fait avec ce qu'on a. Et dans ce cas-là, si on n'a qu'une neuropsychologue qui est disponible, elle fera un bilan psychométrique et peut-être même un bilan clinique mieux que d'autres. Mais je ne peux pas croire que ça existe, bien évidemment. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Alors, j'aurais peut-être aussi une question. Ce serait, on entend, comme on parlait souvent de l'angoisse de séparation, enfin, c'est ce qu'on entend nous beaucoup en retour, mais pas seulement des thérapeutes et des psychiatres, mais beaucoup des établissements scolaires. Comment, en fin de compte, leur amener l'idée comme quoi ça n'a rien à voir avec ça? C'est mélangé, en quelque sorte. L'angoisse de séparation, c'est un peu devenu un fourre-tout par rapport aux établissements scolaires et au personnel de l'éducation nationale auquel on a affaire. C'est-à-dire comment arriver à distinguer, à les aider à eux-mêmes à distinguer, en fin de compte, ce que c'est vraiment la différence entre la phobie scolaire et l'angoisse de séparation. Il faut les former. C'est-à-dire qu'il faut les former. Alors, il faut évidemment les former avec beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, parce que ils sont parfois un peu susceptibles, ça arrive. Ils sont parfois, très rarement, j'ai dit très rarement, persuadés de connaître très bien la psychiatrie. C'est bien sûr très rare. Ils sont parfois réfractaires à l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Parce que comme ils savent déjà tout, il n'y a pas besoin. Parce que vous comprenez, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier et que. Bon. Donc, il faut être très bienveillant, les accompagner, parce qu'en plus, si jamais vous êtes un peu rentre dedans, ils vont vous faire une information préoccupante, ils vont vous faire un signalement, enfin, vous connaissez le système. Et leur dire que, leur donner un petit fascicule sur la phobie scolaire, fait par quelqu'un de confiance, une source qu'ils peuvent croire. Il faut vraiment les former, les éduquer, les psycho-éduquer, participer à cette culture populaire qui est indispensable et qui est inexistante en France, ou alors quand elle existe, qui est parfois inadaptée aux données acquises de la science. Donc voilà, il faut avec bienveillance les former, les informer. Leur dire que, alors, il ne faut pas leur rentrer dedans en disant non, il n'y a pas de problème d'attachement. On dit oui, mais c'est uniquement un élément parmi d'autres. Et regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça aussi. On appelle ça un trouble anxieux. Et le docteur a dit que ça s'appelait un trouble anxieux et on va le prendre en charge. Et voilà. La psychoéducation. Je pense que l'amalgame qui est fait souvent avec l'angoisse de séparation, en fin de compte, c'est que quand un enfant déclenche une phobie scolaire, il s'accroche tellement aux parents, bien souvent la mère, c'est celle qui bien souvent arrête de travailler, réduit son activité pour être là pour l'enfant, et c'est presque utilisé après comme un bâton sur le parent pour lui dire c'est de votre faute, vous le pouvez trop. Et c'est vrai que ça, c'est souvent quelque chose où beaucoup de familles sont confrontées. Je suis aussi passée par là, mais c'est effectivement très difficile. Ils mélangent ça. Donc bien leur dire de ne pas confondre cause et conséquence. D'accord ? La cause, ce n'est pas que l'enfant est accroché à sa maman. Ça, c'est une des nombreuses conséquences, et bien montrer qu'il y a plein d'autres conséquences possibles, concrètes. Okay. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Odile, tu en as repéré? En fait, oui, j'ai quelques commentaires par rapport au bilan Jean-Baptiste. En fait, on voit arriver sur le groupe des familles et donc des gamins qui ont des difficultés dans les apprentissages. Et en fait, ce sont ces difficultés non bilantées qui les amènent à la phobie scolaire. Donc, si tu veux, lorsque nous, en tant qu'association, ce qu'on leur dit dans ces cas-là et donc dans la feuille de route, c'est qu'il faut creuser le fond du problème.
que le trouble anxieux, il peut peut-être venir effectivement de ces non-bilans, de ces difficultés Bien sûr. dans les apprentissages. Donc, Oui. c'est vrai que sur la feuille de route, voilà, on conseille aux parents, on leur dit, faites des bilans, regardez ce qui se passe. Donc, Oui, bien sûr, mais dans les bilans, moi, qui me semblent les plus urgents, c'est pas des bilans neuropsycho, c'est des bilans type ortho. Et ça coûte rien. C'est remboursé par la Sécu. Bien sûr que c'est utile, et vous avez parfaitement raison de dire que une partie du trouble anxieux peut être alimentée par des troubles des apprentissages qui sont eux-mêmes secondaires à un TDAH ou à des troubles 10. Tout à fait, évidemment. D'accord. Tout à fait juste. Mais je dirais que une fois que l'enfant a un trouble anxieux et une phobie scolaire, c'est plus le problème prioritaire, clairement. Oui. Clairement, ce n'est plus le problème prioritaire du tout. C'est très important de hiérarchiser en psychiatrie. Moi, je ne peux pas être accusé d'être contre le TDAH, je crois. Je pense que j'en parle suffisamment. Et voilà, je ne peux pas être accusé d'être contre le diagnostic, ni d'être contre le traitement du TDAH, loin de là. Et pourtant, je passe mon temps en consultation à dire aux gens, OK, il y a peut-être un TDAH, mais ce n'est pas prioritaire. Attention, votre gamin est sous un trouble anxieux et il faut commencer par ça. Vous voyez ? Donc, il faut aussi en psychiatrie hiérarchiser les choses, c'est bien, je l'ai bien dit, et vraiment clairement, quand il y a un trouble de l'humeur ou quand il y a un trouble anxieux, c'est toujours la priorité. Toujours commencer par ça, y compris avant même les troubles 10 ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, les troubles anxieux vont majorer les troubles des apprentissages et vont majorer le TDAH. Et donc, si on veut faire un bilan et des troubles des apprentissages et du TDAH, il faut que le trouble anxieux soit traité correctement. Vraiment, c'est indispensable. Ok, donc vu l'importance de la prévention. Ah oui, moi vous savez, vraiment, encore une fois, vous savez à quel point je suis investi dans le diagnostic et dans la prise en charge du TDAH. Oui. Ben, vraiment, si on me pose la question, quel est le plus important à traiter chez un gamin qui a et un TDAH et un trouble anxieux, clairement, sans aucun doute, c'est le trouble anxieux. Ouais, je pense, Odile, ça rejoint quand même beaucoup ce qu'on préconise. Enfin, on parle aussi des bilans ortho. Hein. C'est quelque chose, c'est même la première chose qu'on propose parce qu'on sait qu'un bilan WISC ou autre, si l'enfant est en dépression ou en burn-out, ça sert à rien. Il n'a pas, voilà, c'est pas le moment. On leur préconise plutôt de faire ça dans 5-6 mois. Et justement, c'est exactement ce que tu dis, c'est on priorise en fin de compte la prise en charge du trouble anxieux et d'aller après justement creuser, voir qu'est-ce qui se cache derrière la phobie scolaire. Nous, on dit souvent que c'est le sommet de l'iceberg, en quelque sorte. Et c'est là où exactement. C'est très juste. C'est une expression symptomatique de quelque chose de bien plus profond. Et je dirais que même pour les WISC, il faut traiter certes le trouble anxieux avant de le passer, mais aussi tous les autres troubles psychiatriques, comme par exemple le TDAH. On rappelle que le TDAH, c'est le deuxième trouble le plus fréquent en pédopsychiatrie. Le deuxième, pas le troisième, pas le cinquième, pas le deuxième. Il y a le trouble anxieux en 1, il y a le TDAH en 2. D'accord ? Donc, c'est un trouble très fréquent qui majore beaucoup le risque de trouble anxieux, qui majore le risque de dépression, qui majore le risque de troubles des apprentissages, qui majore le risque de phobie scolaire. Donc, avant même d'envisager un WISC, il faut déjà traiter le trouble anxieux s'il existe, le TDAH s'il existe. Et il faut commencer une rééducation en orthophonie. Parce que sinon, pareil, ça va altérer le résultat du WISC. Et puis, le WISC, après, on en fait quoi ? Mais après, ça permet d'identifier, si tu veux, de mieux se comprendre, aussi d'expliquer souvent une meilleure connaissance de soi-même et de son propre fonctionnement. Mais en quoi le WISC permet d'identifier des choses qui ne sont pas identifiables cliniquement ? Enfin, je ne sais pas, Odile, toi, comment tu vois ça, mais c'est vrai que pour moi, je veux dire, le fait d'identifier qu'il y a un haut potentiel, ou que même que ça soit un profil homogène ou hétérogène, et on constate, nous, bien sûr. Ça change quoi ? Ça permet de creuser. Et en fin de compte, si tu veux, moi, j'entends de creuser quoi ? Par le TDAH, mais en fin de compte, bien souvent, à la suite d'un WISC, dans les conclusions, il parle de suspicion TDAH. Et ça amène aussi… Mais encore une fois, le diagnostic de TDAH, il est uniquement clinique. Uniquement. Il y a eu, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le consensus mondial sur le TDAH, c'est-à-dire tous les plus grands experts du monde qui se sont réunis, qui ont analysé la littérature scientifique, ils le disent, ça fait partie des points qu'ils mettent en avant, le diagnostic est clinique et uniquement clinique. Aucun test ne permet de faire un TDAH, aucun test psychométrique, aucun, et le WISC en particulier. Ça ne permet ni d'exclure,
ni d'affirmer le TDAH, ni l'un, ni l'autre. Rien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Autant le bilan ortho me semble adapté pour une prise en charge d'un enfant, autant le bilan psychométrique me semble, en tout cas, quelque chose qui ne doit être pas fait ni en première ni en deuxième intention. En troisième ou quatrième intention, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout un bilan qui est nécessaire au diagnostic, ni même à la prise en charge de l'écrasante majorité des enfants qui souffrent d'un trouble psychique ou des troubles des apprentissages. Mais alors, si je comprends bien, pour toi, le TDAH, c'est plus quoi? C'est plutôt des psychiatres, en fin de compte, qui sont là pour poser le diagnostic? Non, mais c'est pas, soyons clairs, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors, vraiment, je veux vraiment que ce soit très, très clair. Oui. Le consensus mondial avec les plus grands experts du monde, y compris français, d'accord, docteur Wakil, par exemple, Purper, qui a participé, le professeur Cortés, tous les plus grands psychiatres du monde se sont réunis pour parler du TDAH, qui est un trouble psychiatrique reconnu par le monde entier, d'accord. Dans leurs conclusions, dans les points qu'ils ont mis le plus en avant, parce il y a des choses secondaires, puis il y a des choses primaires. Dans les choses primaires, le diagnostic, il est médical et il est clinique, donc évidemment psychiatrique ou pédiatrique éventuellement, hein. Il n'y a pas de souci, ça peut être un pédiatre. Mais il est psychiatrique, il est médical et il est clinique. Il est basé sur des symptômes et pas du tout sur des tests psychométriques. Ce n'est pas mon avis, hein. C'est le consensus mondial. Et franchement, tout le monde est d'accord avec ça depuis très longtemps, à vrai dire, hein. Ils ont fait que le rappeler parce qu'il y a des gens qui l'oublient. Mais en vrai, tout le monde dit ça depuis toujours, en fait. Ça a toujours été un diagnostic clinique et médical. Il n'y a qu'un docteur qui peut dire qu'un enfant souffre d'un TDAH. Et aucun bilan psychométrique ni ne peut affirmer, ni ne peut infirmer la présence d'un TDAH. Ça, tout le monde est d'accord, et encore une fois, ce n'est pas mon avis. Enfin, c'est mon avis aussi, mais franchement, l'avis du docteur Alexanian, du psychiatre de campagne, on s'en fout. C'est l'avis des plus grands docteurs, bien plus grands. Non, bon, je pense que c'est intéressant de clarifier, parce qu'il y a beaucoup de mélange qui est fait, surtout quand on entend ces histoires de bilan et beaucoup de neuropsychologues qui font un petit peu plein de bilans et qu'on ne sait plus lequel faire. Donc, non, c'est intéressant de voir que tout ce qui est TDAH, effectivement, ça passe par un médecin. Tout ce qui est psychiatrique est clinique et nécessite un diagnostic médical. Ok. Merci. Alors, j'ai une question très technique d'Hélène. Je vais essayer de lire, qui est un petit peu long. Donc, une question très technique. Dans son exercice professionnel, elle est urgentiste. Elle voit de plus en plus de jeunes, tranche de 16-25 ans, pour des motifs psychiatriques divers et variés, TS, crise clastique. Alors, TS, tentative de suicide, crise clastique, c'est une crise où on casse tout. Donc, trouble du comportement, en général, c'est utilisé pour ça, ouais. Ok. Troubles du comportement, tous plus ou moins étiquetés troubles de personnalité avec troubles de l'adaptation. Mais mon œil aiguisé et un interrogatoire succinct du jeune et ou de ses parents me font croire que ce sont principalement des anxieux négligés depuis des années. Bien sûr, évidemment. Par mon expérience personnelle. Non, c'est du bon sens. Écoutez, pardon, vas-y. Abandonner de la psychiatrie. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit notre consoeur urgentiste là. Il faut se rendre compte des proportions, d'accord? C'est important de voir les nombres et les proportions. Un psychiatre qui diagnostique des troubles de personnalité chez la majorité de ses patients, il y a un problème. Il y a un problème. Le trouble le plus fréquent qu'on doit statistiquement voir en psychiatrie, c'est le trouble anxieux. Et de très loin, de très très loin. C'est 12 fois plus que la schizophrénie ou 12 fois plus que le trouble bipolaire. Et c'est encore plus par rapport au trouble de personnalité. Donc, c'est sûr que le nombre incroyable de diagnostics de troubles de personnalité qu'on voit, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne Food Normandie où je parlais avec une de mes consoeurs et on est d'accord pour dire que le diagnostic de trouble de personnalité, c'est un diagnostic mais qu'on envisage, mais pas du tout en première intention. Mais genre pas du tout. C'est-à-dire que d'abord, on envisage les trucs les plus fréquents, les plus évidents, les mieux connus, les mieux étudiés. Et ensuite, les trucs plus rares ou plus fumeux, c'est vraiment en dernière intention.
Donc, bien évidemment que si l'étiquetage, entre guillemets, que reçoivent les gens, ces troubles de personnalité, et que notre consoeur voit quasiment que ça aux urgences, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème de diagnostic. Et si elle voit surtout des troubles anxieux, eh ben, statistiquement, en théorie, c'est elle qui a raison, en fait. En tout cas, dans le nombre, c'est elle qui a raison, parce que c'est le trouble le plus fréquent. Et il est négligé. Et clairement, les troubles anxieux peuvent donner des choses qui ressemblent à un trouble de personnalité. Mais du coup, si ce n'est pas traité et qu'on on refuse de voir le trouble anxieux, ben on va dire que c'est un trouble de personnalité. Et en fait, la personne va rentrer dans les critères de trouble de personnalité à juste titre. Mais en fait, c'est juste qu'on s'en fout. D'abord, il faut traiter le fond du problème. Et ensuite, on voit si les symptômes persistent ou pas. Dans le diagnostic de trouble de personnalité, ce diagnostic doit être fait alors qu'il n'y a pas d'autres troubles psychiatriques traitables, identifiables. Sinon, c'est une faute. Donc, elle a parfaitement raison. Ok. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité et les troubles anxieux? Est-ce qu'il y a des astuces pour aider un enfant qui est anxieux et hypersensible? Alors, l'hypersensibilité, ça fait partie du cœur du trouble anxieux. Tous les hypersensibles n'ont pas forcément un trouble anxieux, sauf que quand même c'est le trouble le plus fréquent. Donc, la plupart des hypersensibles ont un trouble anxieux. Et en tout cas, l'écrasante majorité des anxieux sont hypersensibles par définition, dans la définition même du trouble anxieux. Le trouble anxieux, c'est un envahissement émotionnel. C'est une sensibilité extrêmement aiguë à des stress qui pourtant sont mineurs pour les autres, avec un envahissement qui va être bien plus important à un seuil beaucoup plus faible, à un trigger beaucoup plus faible, à un niveau beaucoup plus faible. Même le petit truc va, paf, faire rendre les choses explosives. Donc, moi ça aussi, ça fait partie des termes, non pas que je m'en méfie, mais vous savez, encore une fois, en psychiatrie, on a tendance à vouloir faire des symptômes des maladies. L'hypersensibilité, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. La phobie scolaire, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. L'attachement pathologique, ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas une maladie. Voilà. Ok. Christelle, tu as des questions? J'en ai sur le chat. Alors, il y en a, ouais. Alors, il y en a une de Sabine qui revient. Pouvez-vous nous parler du TOP? Alors, pareil, le trouble social avec provocation. Moi, j'en peux plus aussi de ce truc-là, j'en ai marre, je craque complètement. La réalité clinique du trouble oppositionnel avec provocation, elle existe. Tout comme les difficultés d'attachement. Évidemment que ça existe. Il y a des gens qui ont ça. Prenez une liste de symptômes, il y a des gens qui ont ça. Moi, si je crée le trouble alexanian, qui consiste à être brun, la peau mate et d'avoir des écouteurs verts sur la tête, il y a des gens qui répondent à cette définition-là. Ils existent. Bon. Simplement, est-ce que la définition que le trouble alexanian, aura une pertinence clinique? Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Est-ce que ça correspond à une réalité biologique? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Donc, du coup, la question du TOP, ce n'est pas de dire que les enfants, il n'y a aucun enfant qui remplisse les critères du TOP. Bien sûr qu'il y en a. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas un trouble en soi. C'est souvent, très souvent, l'association d'un trouble anxieux et d'un TDAH, avec des enfants qui sont très irritables à cause de leur anxiété, très anxieux, très obsessionnels, très intolérants à la frustration, très rigides, et avec une part d'impulsivité liée au TDAH, de défaut d'inhibition, qui vont faire qu'ils vont passer à l'acte, et avec finalement ces troubles-là qui traînent et qui ne sont pas pris en charge, et qui vont faire boule de neige, et qui vont créer des comportements qui sont quasi psychopathiques. Mais pareil, il faut oui, les gens rentrent dans cette définition-là, mais on n'en fait rien de ça. Il faut voir les choses de manière plus fine que ça, quoi. Et plus fine et plus simple. Ok. Alors, j'ai une autre question d'Anne-Cécile qui dit que le HP est peut-être la cause de la phobie de sa fille. Alors, elle dit identifiée par l'établissement scolaire et les psychologues, mais non testée. Mais le psychiatre ne veut pas en entendre parler. Ne doit-il pas prendre l'hypothèse en compte au lieu d'aller directement à l'hospitalisation au bout de 30 minutes d'un premier entretien?
On s'en fout du QI des gens. Ça n'a aucun intérêt clinique. Aucun. Zéro. Zéro. Même pas un peu, même pas moyennement, même pas sur les bords, même pas ce que vous voulez. Ça ne sert à rien. D'accord ? L'intelligence, ce n'est pas pathologique. C'est comme ça. Dire que peut-être que, par exemple, un décalage de maturité dû à une intelligence élevée crée une difficulté d'interaction sociale, crée un stress et favorise éventuellement un trouble anxieux ou une dépression, ok, super. Et alors, on va rendre votre fille moins intelligente, on va lui enlever des neurones. Est-ce que c'est une solution thérapeutique? Pas du tout. C'est bien, c'est une qualité, il faut le garder, ça. Ce qu'il faut traiter, c'est le trouble anxieux qui est favorisé par ça, peut-être d'ailleurs, ou peut-être pas, mais admettons. C'est la dépression qui arrive et qui est pathologique. Ce qu'il faut traiter, c'est les choses pathologiques. Il ne faut pas traiter les choses utiles. Il ne faut pas diminuer le QI de votre fille. Ce serait une erreur. Ne lui ouvrez pas le cerveau pour lui enlever des neurones. C'est une erreur. C'est une erreur. Par contre, il faut identifier les éventuelles conséquences favorisées par cet éventuel haut potentiel et traiter les vrais problèmes. Le problème des gens intelligents, ce n'est pas d'être intelligent, c'est que parfois, ça rend la vie un peu plus compliquée, notamment à ces âges-là, et ça peut favoriser l'apparition d'un trouble anxieux, d'une dépression. J'ai fait plein de vidéos sur le lien entre haut potentiel, trouble anxieux et TDAH. Je vous invite vraiment à les regarder pour mieux comprendre, parce que là, je vous fais un résumé rapide. Mais le problème, ce n'est jamais d'être intelligent. Et donc, la solution n'est pas de rendre les gens moins intelligents. Le problème, c'est les éventuelles conséquences favorisées par ça, et de toute façon, les troubles réels, authentiques, neurobiologiques qu'on connaît et qu'on peut identifier et qu'on peut traiter. Je pense que c'est aussi beaucoup réagissent comme quoi c'est OK, on sait que ce n'est pas une solution d'identifier, enfin que ce n'est pas ça qui va guérir la phobie scolaire, de savoir qu'un enfant est au potentiel, et que ça peut être une piste de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Non, ce n'est pas vrai. Non. Alors, je vous réexplique ça. OK. Le haut potentiel, c'est pas un truc qui a en plus ou en moins dans le cerveau. C'est pas un troisième bras, une troisième jambe ou une deuxième tête. D'accord ? C'est une intensité de fonctionnement particulièrement élevée dans certains fonctionnements cognitifs. D'accord ? Il n'y a même pas besoin de faire un bilan psychométrique pour identifier ça. Le bilan psychométrique permet de mettre des chiffres sur l'intensité du fonctionnement psychique en question. Mais sur le fait que ce fonctionnement soit particulièrement intense, ça, la clinique suffit. Plus rapide, plus précis, plus extrême. D'accord ? Donc, faire un test psychométrique ne permet pas aux gens de mieux se comprendre. Ce qui permet aux gens de mieux se comprendre, et là, vous avez raison que c'est important de mieux se comprendre et de comprendre son fonctionnement interne, c'est de faire une analyse sémiologique, clinique, de faire de la métacognition, de se poser la question en permanence de comment on fonctionne, de se faire aider pour ça, par un psychiatre ou un psychologue. Mais ce n'est pas de faire des tests qui vont donner des chiffres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça qu'on se comprend mieux. Ce n'est pas avec des chiffres qu'on se comprend mieux. D'accord ? Ce n'est pas avec un indice de compréhension verbale à 150 ou à 122 ou à 143 que du coup, on va mieux se comprendre. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est juste faux. J'entends ton raisonnement, mais je pense que nous, on y est beaucoup confrontés en tant que famille, surtout au niveau des établissements. C'est-à-dire que pour mettre des aménagements en place, bien souvent, on nous demande des bilans. Ah c'est autre chose. Ouais. Alors attendez, ça c'est encore autre chose. C'est comme pour le TSA, c'est-à-dire que parfois il y a des choses qui sont nécessaires non pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons administratives. Ça c'est autre chose. Moi là, je suis pas là pour parler d'administration. Bien sûr, évidemment. Mais là, je suis pas là pour vous poser des questions médicales, réponse sur le plan médical. Et je veux vraiment que tout le monde comprenne bien ce plan médical. Après, évidemment que les bilans neuropsycho, la MDPH, ils en demandent énormément. Ça sert à rien. Je suis même pas sûr que je sois capable de les comprendre. Mais évidemment, si on vous le demande, il faut le faire. Et si on vous dit que c'est très important, vous dites oui, c'est très important.
Attention, bah oui, bah, de toute façon, vous me l'avez demandé. Donc, si vous me l'avez demandé, c'est que vous savez ce que c'est et que c'est très important. Voilà. Ça, il faut montrer pas de blanche, il faut être gentil, il faut être mignon, il faut faire le bon élève. C'est l'éducation nationale. Alors, on a 2 personnes qui veulent parler. Alors, je crois qu'il y a Anna, c'est ça? Je t'invite à mettre le son. Et Brigitte. Oui. Alors, en fait, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le docteur. Moi, j'ai un fils qui a été diagnostiqué TDAH et HP. Et en fait, je pense que ce diagnostic, enfin, le test neuropsychologique m'a été demandé par la CPE. Je la remercie parce que ça a changé, je pense, sa scolarité. Et je pense qu'il aurait eu une phobie scolaire ou une dépression si on n'avait pas fait ces tests. Parce que la neuropsychologue m'a expliqué ce que c'était, comment il fonctionnait. Et du coup, j'ai pu le comprendre. J'ai pu l'expliquer aussi au professeur et les aménagements qui ont été mis en place, ça l'a vraiment aidé à être compris parce que il bougeait tout le temps, il se balançait sur sa chaise, il était puni en permanence et en fait, il pouvait pas faire autrement. Il avait des milliers de questions à poser, donc il était considéré comme perturbateur parce qu'il posait toujours des questions qui étaient soi-disant à côté de la plaque, alors que pour lui, c'était pas à côté de la plaque. Et vraiment, ça l'a mais est-ce que je comprends bien, aidé. mais tous les symptômes que vous rapportez sont liés au TDAH, d'accord? Et tous ces symptômes sont cliniques. Il n'y a pas besoin d'un bilan psychométrique pour ça. Oui, mais moi, il se trouve que le travail de psychiatre a été fait par le neuropsychologue. Tant mieux. Mais vous comprenez bien qu'il n'y avait pas besoin de passer un bilan psychométrique pour savoir ça. Oui, mais en fait, moi, mon fils, Voilà. il n'y avait pas de problème psychiatrique de base. Moi, j'étais une maman lambda avec un enfant qui allait à l'école et qui revenait avec des avertissements, alors qu'à la maison, c'était un enfant. Bon, un TDAH, c'est un problème psychiatrique. Ah ben oui, mais moi, je ne le savais pas que c'était un problème psychiatrique. Je savais, je connais. Mais, à donc aucun là, moment, le je me problème suis que dit. vous À aucun moment, je là, me le suis problème dit. dont vous parlez, le problème dont vous parlez, c'est que donc il y a un manque de culture populaire qui fait que on a besoin que ce soit le CPE qui demande à la neuropsychologue de faire un bilan pour qu'on se dise qu'il y a un problème psychiatrique. Alors que s'il y avait une culture populaire du TDAH, du trouble anxieux, etc., même votre généraliste en aurait parlé. Alors, je vous précise que je suis moi-même médecin. Ouais. Et du coup, je n'avais absolument... Enfin, j'en avais entendu parler, mais vaguement, quoi. Il n'y a pas de culture populaire. Il n'y a pas de culture populaire psychiatrique, ni en médecine, et a fortiori dans le reste du corps social. Et donc, on est amené finalement à faire des chemins invraisemblables pour faire des diagnostics. Et on ne se dit même pas que ça peut être un problème psychiatrique. Parce que tellement on ne connaît pas le truc. Alors que si on forme les gens, on leur dit un enfant qui a ça comme symptôme, attention, ça peut être un TDAH, attention, ça peut être un trouble anxieux, attention, ça peut être ceci ou cela, bah, du coup, il n'y aura plus besoin de passer par ces chemins étranges et vous irez directement voir la bonne personne. Tout comme quand on dit à quelqu'un qu'est-ce qui se passe quand j'ai mal au cœur et mal dans le bras gauche, peut-être c'est un infarctus du myocarde, va aux urgences. Parce qu'il y a une culture populaire de ça. Et ben, ce que vous avez décrit, s'il y avait une culture populaire, ce ne serait pas la CPE qui t'aurait dit de faire ça. C'est vous-même en tant que maman, médecin ou pas médecin, ça ne change rien, qui aurait été voir le généraliste ou le psychiatre et qui aurait dit bah, tiens, je suspecte qu'il y a peut-être ça, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, l'accessibilité à un psychiatre, ce n'est pas quand même très facile. Je suis d'accord. Donc, vous avez parfaitement raison. On a plus facilement accès à une neuropsychologue à un pédopsychiatre. Donc, du coup, c'est normal que les chemins soient un peu tortueux. Bien sûr, mais ça, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Et pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas assez de psychiatres formés d'une part, et que comme les neuropsychologues, c'est extrêmement cher et payant, et ben, du coup, les gens ne peuvent pas y accéder. Donc, vous avez parfaitement raison. Clairement, là, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois que c'est dans le JAMA Pediatrics qui est sorti un article sur comment on doit faire la prise en charge du TDAH. Bah, pour eux, c'est le médecin traitant qui fait tout, ou presque. Le médecin généraliste.
Parce qu'en fait, si les médecins traitants étaient formés, on n'aurait pas cette saturation des psychiatres. Et moi, je vais vous dire la vérité. 95% des patients que je vois pourraient être traités par un médecin traitant. Et pourtant, ils ont vu leur médecin traitant avant. Simplement, il y a un manque de culture psychiatrique en France. Et la formation à la psychiatrie, elle est, dans les universités, je pense qu'elle n'est pas suffisante. Et ce n'est pas la faute des médecins traitants. Hein. Elle n'est pas suffisante ou elle est peut-être défaillante, j'en sais rien. Et du coup, les médecins ne se sentent pas forcément à l'aise avec ça. D'accord ? Et donc, ils ont tendance à renvoyer vers le psychiatre. Ou alors à négliger la symptomatologie et à ne pas traiter. Même quand ils savent qu'éventuellement, il pourrait y avoir des choses. Donc, finalement, je pense que les psychiatres, nous, on est saturés, mais par des patients qui ne relèvent pas fondamentalement d'une prise en charge extrêmement spécialisée comme celle d'un psychiatre. Faut arrêter, c'est un métier facile, psychiatre. De toutes les spécialités, ceux qui sont le plus contents de leur spécialité, c'est les psychiatres. Quand vous interrogez aux États-Unis les gens, ceux qui sont le plus satisfaits de leur choix, c'est les psychiatres. Et ils sont vraiment numéro un. Ils ne sont pas deuxième ou troisième. Il y a, je sais pas, 15 spécialités ou 20 spécialités. Ils sont vraiment numéro un. C'est un métier facile, psychiatre. C'est un métier facile. C'est de loin, selon moi, la spécialité la plus facile en médecine. La pire pour moi, c'est le médecin traitant. C'est horrible comme métier. C'est un métier hyper difficile. Il faut tout savoir. C'est un cauchemar. Mais même par rapport aux autres spécialités, psychiatrie, c'est vraiment un métier facile. Donc, voilà, 95% des patients pourraient être traités par le médecin traitant. Et il se trouve que le TDAH, selon le JAMA pédiatrique, c'est une prise en charge qui relève tout simplement du médecin traitant. Pourquoi ? Parce que c'est un diagnostic qui n'est pas compliqué, qui est clinique, une prise en charge qui est simple et c'est extrêmement fréquent. Attendez, un truc clinique, simple à prendre en charge et très fréquent, si ce n'est pas pour le généraliste, je ne sais pas pour qui c'est. Il faut arrêter. Voilà. Donc, vous voyez, oui, vous avez raison que malheureusement, en France, on est obligé de passer parfois par des bilans psychométriques pour faire le diagnostic, mais non pas parce que c'est nécessaire de le faire, non pas parce que c'est légitime scientifiquement, mais parce que le système est fou. Vous voyez la nuance ? Voilà. Merci Anna pour ta question. On va passer à celle de Brigitte. Oui, moi je voulais revenir sur les bilans psychométriques. Je suis désolée. Hein, Non, Brigitte. Alors, moi, pour le coup, ma fille elle a été bilantée avant que la phobie scolaire ne se déclenche. Mais le fait qu'elle comprenne comment elle fonctionnait, parce que pour moi, ce ne sont pas que des chiffres. Je ne suis pas d'accord avec vous, docteur. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du bilan qui explique un peu quelles sont ses forces et quelles sont leurs forces et quels sont leurs freins. Et en s'appuyant sur ses forces, ça l'a aidé. Alors, ça l'a aidé peut-être dans certaines situations. Par contre, je pense qu'elle a compensé très longtemps, ce qui fait qu'à un moment donné, elle a craqué. Alors, moi, je vais vous répondre là-dessus. Vie. Petit 1, il n'y a pas besoin de chiffres pour identifier les fonctionnements des gens. Pas des chiffres. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'un bilan psychométrique. Un clinicien normalement formé, un psychiatre normalement formé, doit pouvoir faire ça. Donc, encore une fois, c'est la même chose que tout à l'heure, notre collègue de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle dit, vous dites en gros, oui, mais il se trouve qu'en pratique, heureusement qu'on a les neuropsychologues. Bah, évidemment, ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Heureusement qu'en pratique, en France, on a un neuropsychologue pour faire le boulot des psychiatres. Heureusement. On est complètement. Est-ce que je vous ai jamais dit le contraire de ça ? Vraiment jamais. Non. Ce que je dis simplement, c'est que cette vénération qui existe parfois malheureusement du bilan psychométrique, elle n'est pas justifiée et elle n'est pas justifiable scientifiquement. Elle est justifiable pratiquement dans l'organisation des soins en France, mais voilà. Et je vous dirais autre chose, c'est que ce que vous avez identifié chez votre fille comme étant des forces et des faiblesses, d'abord, c'est pas sûr que ce soit si clair que ça, parce que peut-être que votre fille ou n'importe qui d'autre peut avoir un trouble anxieux, peut avoir une dépression qui va venir fausser considérablement l'appréciation. Ah ben ça a été le cas. Évidemment. Ah bah et c'est pour ça que la clinique, rien ne remplace la clinique, c'est pas possible. C'est pas pour défendre la clinique, mais c'est vraiment le consensus scientifique là-dessus. Voilà. Mais vous allez devoir former tous les correspondants d'APS, docteur. Ah bah si. Brigitte. Ah bah si. Bon. On va organiser ça, Brigitte. Ok. Odile, tu as encore... On prend encore quelques questions ? On n'a pas ton
le son. Odile, tu n'as pas le son, Odile. Pardon. Oui. Marie-Christine, tu avais une question, je crois. Oui, alors ça reste un peu dans le thème des bilans psychomoteurs ou en tout cas ce qu'il y a autour. Moi, j'ai souvent entendu dire, et je l'ai vu dans le cas de mes enfants, c'est que le haut potentiel permet à ces enfants souvent de compenser peut-être plus longtemps et mieux certains troubles. Et donc, du coup, c'est plus difficile de détecter les troubles et du coup, la clinique est plus difficile. Et je me disais, est-ce que pour essayer de sauver nos tests WISC qu'on propose, qu'on incite quand on le sent à certaines familles de faire, est-ce que le fait de l'avoir posé, du coup, peut alerter pour être plus vigilant en se disant, c'est pas parce qu'on voit pas le TDA tout de suite qu'il faut pas creuser un peu plus ou trouver quelqu'un qui est un peu plus spécialiste pour être sûr. Voilà, Alors, vous avez parfaitement raison, Marie-Christine, de dire que le haut potentiel peut masquer la symptomatologie TDAH. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, issue d'un article qui était très intéressant à ce sujet. Donc là-dessus, on est parfaitement d'accord. Cependant, encore une fois, désolé, mais seule la clinique permet d'identifier le TDAH. Et en aucun cas, le fait d'avoir eu un QI, en plus de toute façon, en général, le QI sera hétérogène dans cette situation-là quand il y a un TDAH, y compris chez quelqu'un avec un potentiel. Donc même si la symptomatologie, plus exactement, l'impact du TDAH sera peut-être partiellement diminué par le fonctionnement psychique type au potentiel des gens, ça c'est vrai, il n'en reste pas moins que seule la sémiologie, seule l'analyse concrète de la symptomatologie et du fonctionnement psychique des gens permettra d'identifier malgré tout ce TDAH, y compris dans un contexte de haut potentiel intellectuel. Donc, je résume, oui, le haut potentiel peut diminuer l'impact négatif du TDAH, oui, c'est vrai, mais en aucun cas le fait de diagnostiquer le haut potentiel permettra de mieux voir le TDAH. Ça, c'est pas vrai par contre. C'est pas mieux le voir, mais peut-être être plus vigilant. Alors moi, l'exemple de la famille, c'est pas du TDA, c'est du TSA, mais compensé par du HP aussi, donc un peu le même mécanisme. Et du coup, la pédopsychiatre, après hospitalisation, nous avait dit, moi, je suis pas capable de faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, ça se ressemble trop, l'un peut compenser l'autre ou l'un peut ressembler à l'autre. Et donc, elle nous avait renvoyé sur un spécialiste. Alors, le diagnostic différentiel est clinique. Il n'est pas psychométrique. Je suis d'accord, mais du coup, le test, le fait de savoir qu'il était HP et qu'on avait su, du fait du système français, déjà en le voyant fonctionner, on en s'en doutait un peu, mais on l'avait fait confirmer pour l'éducation nationale. Et voilà, mais merci de le dire. Merci de le dire. Merci quand même de le dire. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux bien que... Il y a un vrai... Quand on analyse finement la sémiologie et le fonctionnement des gens, il n'y a pas besoin de faire un test de QI, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Alors peut-être la dernière question. Oui, parce qu'après, vous savez que moi, je me couche tôt. Hein. Alors, guérit-on d'un trouble anxieux? C'est une très bonne question. Il arrive fréquemment qu'on guérisse d'un trouble anxieux. Il est quasi systématique qu'on soit très bien soigné d'un trouble anxieux. Quelle est la différence entre soigner et guérir? De manière générale, le résultat qu'on a avec les antidépresseurs et ou l'association antidépresseurs TCC, il est excellent chez l'écrasante majorité des gens. C'est-à-dire qu'après plusieurs mois de traitement, on est ce qu'on appelle en rémission symptomatologique. C'est-à-dire que les symptômes ont disparu, de troubles anxieux ont disparu. Il y a moins d'envahissement émotionnel, il y a moins de rigidité psychique, il y a une souplesse qui est gagnée, il y a une augmentation de la confiance en soi, il y a tout ce que vous voulez sur les symptômes d'anxiété. D'accord ? Guérir, c'est ne pas rechuter après l'arrêt du traitement pendant plusieurs années et être aussi bien que quand on prenait le traitement. Guérir, c'est fréquent, c'est pas systématique, mais c'est très fréquent dans le trouble anxieux. Être parfaitement soigné, c'est la règle. C'est la règle. C'est-à-dire que aller vraiment très bien sous traitement, c'est le seul objectif acceptable. L'objectif n'est pas d'aller mieux dans le trouble anxieux, tout comme dans la dépression. L'objectif, c'est d'aller parfaitement bien. Ça, c'est être soigné. Comme moi, avec mon asthme, je suis asthmatique, je ne guérirai jamais de mon asthme, jamais, c'est trop tard. Si ça avait dû se guérir, ça aurait été l'adolescence. C'est fini, je serais asthmatique toute ma vie, ou presque.
Enfin, en tout cas, j'ai l'écrasante majorité des risques d'être asthmatique toute ma vie. Bon. Je suis très bien soigné. J'ai un traitement qui fonctionne bien quand j'en ai besoin. Ça va commencer là bientôt. Je suis soigné. Je guérirai jamais mon asthme. C'est-à-dire que si j'arrête mon traitement, l'année prochaine, à la même période, je ferai des crises d'asthme. Le trouble anxieux, il y a une part non négligeable des patients qui peuvent guérir. En tout cas, ne pas chuter pendant des dizaines d'années si l'environnement est favorable, en tout cas pas trop défavorable, après la bonne durée de traitement et les bons traitements, et après avoir été en rémission complète de leur symptomatologie. Voilà, donc très bonne nouvelle pour terminer. Parfait. Bah, écoutez, on va peut-être en rester là. Merci infiniment, Jean-Baptiste, pour cette heure et demie un petit peu à bâton rompu. Avec plaisir. Merci à tous pour vos questions, vos participations. Merci Christelle pour l'organisation, comme d'hab. Super. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Food Normandie. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, ça nous aide énormément. C'est une chaîne qui est entièrement gratuite. Il n'y a pas de publicité, il n'y a aucun financement X ou Y. Donc, surtout, vraiment, soutenez-nous, abonnez-vous. Il y a un live samedi à 20h30 sur la chaîne Food Normandie. Donc, venez nombreux. Et excusez-moi, je peux paraître, en fait, c'est plus que je parais, je suis relativement intransigeant avec les données scientifiques. Je négocie assez peu, mais en même temps, c'est parce que je ne vous donne pas mon avis. Vous savez, moi, je suis un psychiatre de campagne, je n'ai rien inventé, je n'ai aucune compétence particulière, je connais bien la littérature parce que j'adore ça et c'est mon truc, mais voilà, c'est des choses qui sont voilà, des données acquises de la science. Voilà. On transmet très régulièrement la chaîne Food Normandie. C'est gentil, merci beaucoup. À tous les membres. Ok. Bah, merci. Ouais, merci infiniment et bonne soirée à vous. Ouais, merci à toi également. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Brigitte. Salut. Mais je n'en vais pas tout de suite, moi. Mais bon, je trouve pas le bouton.